personnes qui se joignent à nous. Donc, nous, on est ravis aujourd'hui de vous présenter nos parcours. Donc, c'est nos parcours au féminin. Donc, la présentation va être enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans cet enregistrement, il faut que vous veilliez à éteindre votre caméra et du coup à parler uniquement via le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat qui, lui, ne sera pas enregistré. D'accord, on prend juste quelques éléments dessus, mais il ne sera pas diffusé. Par contre, la vidéo est enregistrée pour potentiellement le rediffuser. Voilà. Donc, on vous remercie à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, dans ces parcours au féminin, et dans le cadre du 5e Festival international des mathématiques avec l'association Les Maths en Scène, qui est parrainée par Guillaume Chaise, qui est maître de conférence à l'Université Paul Sabatier à l'Institut de mathématiques de Toulouse, et Olga Paris-Romaskevitch, qui est chargée de recherche au CNRS à l'Institut de mathématiques, mais cette fois-ci à Marseille. Donc, vous voyez que ce festival de mathématiques va durer jusqu'au 29 mars. Il vous reste encore 9 jours pour pouvoir découvrir des conférences, comme aujourd'hui, mais également des ateliers, des témoignages scientifiques, comme aujourd'hui aussi, et des concours comme Éloquence pour tous les élèves de collège et de lycée. Donc aujourd'hui, la chasse au trésor est active. Donc si vous jouez, je vais vous énoncer le titre de l'énigme à résoudre. C'est Femmes prix Nobel ou une récompense féminine. Et voilà l'énoncé. Et qu'est-ce qu'il vous faut trouver? Donc, une technique de génétique a été découverte par des scientifiques et récemment récompensée par le prix Nobel. Pouvez-vous nous citer une des personnes concernées? Donc, un indice sera donné parmi les présentations de ce matin, donc soit parmi ce cycle de conférences de 4 personnes ou parmi l'autre tout à l'heure de 11h à midi. Donc, je vous invite à rester jusqu'à midi. Voilà. Donc, on va démarrer. Ah oui, donc ce qui est vraiment aussi important avec les Maths en Scène, c'est le partenariat qu'a tissé les Maths en Scène avec l'association Femmes et Sciences. Donc, nous faisons toute partie de l'association Femmes et Sciences. Femmes et Sciences, qu'est-ce que c'est? C'est une association nationale qui est présidée par Nadine Alberstadt, une Toulousaine. Cette association a plus de 400 membres et 23 personnes morales. Et le but de cette association, qui s'adresse essentiellement aux filles, mais il y a des hommes et des femmes qui font partie de cette association, le but est double, c'est promouvoir et valoriser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles et des femmes, et valoriser les femmes dans les carrières scientifiques et techniques en montrant qu'il y a des métiers techniques et scientifiques qui sont faits et brillamment par des femmes, comme c'est également fait par des hommes, mais surtout par des femmes, parce que souvent, c'est un peu oublié. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur l'association, on pourra y répondre aussi à la fin des exposés. Donc comment va se dérouler ce cycle de témoignages? Donc il va y avoir 4 témoignages et on vous encline à poser vos questions dans le chat ou à la fin, parce qu'il y aura une petite table ronde, sauf pour notre première invitée, Florence Cédès, qui doit après vaquer à d'autres occupations universitaires et du coup, elle va nous quitter assez rapidement. Donc, si vous avez des questions brûlantes et urgentes pour Florence, il faut les poser après son exposé. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à Florence Cédès et je remercie chaleureusement les Maths en Scène et toutes les intervenantes de Femmes et Sciences d'avoir accepté de présenter leur parcours et leur projet de recherche ici. Merci beaucoup parce que je sais que c'est beaucoup de travail, donc merci beaucoup à vous. Florence, c'est à toi. Donc, ah oui, Florence, Julie. Oui, pardon. J'ai oublié de dire que tu étais professeure, excuse-moi, évidemment, professeure d'informatique et à l'Université Paul Sabatier à l'IRIT et data scientist, et tu as également beaucoup d'autres casquettes. Voilà. Pardon, à toi, Florence. Merci, Julie. Alors, j'ai juste gardé ce fond d'écran pour effectivement marquer le repère de l'Université des sciences à Toulouse. Donc, l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, c'est le campus sciences et c'est le campus qui accueille donc les formations, la plupart des formations en informatique, en mathématiques, en santé, en sciences du sport, etc. Je suis donc enseignant-chercheur, professeur des universités. Ce que je voudrais vous dire à travers ce premier slide qui concerne mon parcours, c'est que,
En fait, évidemment, quand j'ai démarré mes études, quand j'ai passé mon bac, vous voyez, j'ai retrouvé une photo de ma terminale. On n'avait pas de problème de distance sanitaire à l'époque, hein, on était plutôt en tas. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore la possibilité de choisir nos spécialités en seconde. Donc, je voudrais juste faire un petit focus sur les modalités actuelles de choix des spécialités. Donc, je rappelle qu'il y a une spécialité qui a été créée l'an dernier qui s'appelle Numérique et Sciences informatiques, NSI, qui est donc dans le menu des spécialités qu'on peut choisir selon les offres des différents lycées, évidemment, dont on dépend, hein, pour le bac général. Donc, devenir informaticien ou informaticienne, hein, ça, ben, on peut le faire à travers différents niveaux de qualification, depuis le BTS ou le futur BUT, le Bachelor universitaire de technologie, qui va être délivré par les IUT, jusqu'au doctorat. Et ceci donc avec ou sans cette spécialité en sciences informatiques. De nouvelles voies s'offrent aux personnes qui seront formées en informatique, puisqu'un CAPES est créé et une agrégation suivra. Donc, cela permet de devenir professeur de collège, de lycée, etc., comme quand on fait des mathématiques, par exemple. C'était une voie qui ne s'offrait pas jusqu'à présent et qui, maintenant, va peut-être permettre de féminiser ces formations, puisque, malheureusement, nous avons très, très peu d'étudiantes dans nos effectifs, quel que soit le niveau, hein, puisque la spécialité NSI en première, elle n'a recueilli que 2% de candidatures féminines dans les lycées. Donc, on a très, très peu de filles dans nos filières. Les choses s'équilibrent au niveau du doctorat parce qu'on a une grosse arrivée d'étudiantes étrangères, puisque cette désaffection des filles n'est pas un phénomène mondial, c'est un phénomène qui est très comment on va dire, anglo-US centré. Et donc, du coup, ben, on a un problème dans les professions par la suite. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a pas de vivier, on ne peut pas recruter plus de filles, on ne peut pas avoir des carrières comme celles que peuvent avoir nos homologues masculins. Donc, pour ce qui est de mon parcours personnel, moi, j'ai oscillé entre l'industrie et l'académie. L'académie, c'est ce qui concerne en fait le milieu universitaire. Hein. Donc, j'ai toujours été, comment dire, je dois vous avouer que je n'avais pas de projet réellement défini, hein, mais il y a un certain nombre de choses qui m'ont aidé à graviter. Hein, donc, j'ai mis sur mon slide la photo de ce livre-là qui est très intéressant hein, et qui fait qu'en fait, on a quelques figures historiques de l'informatique. Hein, par exemple, la très romantique Lady Ada Lovelace, qui a été la première informaticienne programmeuse, mais la première femme et homme compris, hein, puisque les ordinateurs n'existaient pas à l'époque. Ensuite, on a Grace Hopper, qui est une militaire américaine très connue pour le langage COBOL. Et puis, la star hollywoodienne Eddie Lamar, qui, entre deux films, nous a permis d'inventer la base du Wi-Fi. Et il ne faut pas oublier quand même que chacune, nous avons notre place et que la prochaine grande scientifique, vous le voyez ici en bas, ça sera peut-être vous, mademoiselle, madame, dans le futur. On a la même chose, on a le même type de livre en français. Hein, voilà. Donc, les figures féminines sont rares. Je vous renvoie au film Les figures de l'ombre qui explique comment la discrimination raciale et la discrimination de genre a fait que pendant très longtemps, les femmes ont été absentes des carrières scientifiques ou militaires. Donc, eh bien, je reviens à mon histoire personnelle qui n'a pas vraiment d'intérêt en tant que telle. Hein. Donc, voilà, entre le lycée et le doctorat, des écoles d'ingénieurs qui sont devenus des INSA. Bon, ben, voilà, des choses qui ont beaucoup évolué puisque l'informatique est un milieu qui évolue beaucoup. Donc, pour résumer par rapport à la première partie de ce slide, je dirais que pour les collégiens et les lycéens, hein, ben, pour les garçons, vous pouvez ne pas écouter vos parents et sortir du carcan maths, physique, SI, hein, système industriel. Et pour les filles, vous pouvez oser maths et NSI. Hein, même si vous vous destinez à vous inscrire en passe ou en droit, ben, vous comprendrez les choses de l'intérieur et donc faire une année d'informatique, comprendre comment ça marche, c'est très, très bien. Hein.
On parle de l'informatique et du numérique comme étant la troisième révolution industrielle, hein, après le moteur à vapeur et l'électricité. Donc, ça signifie que, en fait, l'informatique, elle est pervasive, elle est dans tous les métiers. Quand on est juriste, il faut avoir des connaissances en numérique. Quand on est biologiste, Julie vous en parlera en lien avec Violaine, eh bien, il faut se débrouiller avec des moteurs de simulation. Le vaccin ARN dont bénéficient nos aînés, eh bien, c'est un vaccin qui a été développé très rapidement grâce à des outils informatiques et numériques et de la simulation. Et cette fameuse intelligence artificielle, qui est pas si artificielle que ça, et sur le dos de laquelle on met beaucoup de mots MAUX et de mots MOTS. Donc, l'informatique, ça peut se faire avec des maths, sans problème, et ça peut se faire aussi sans les maths, on peut le faire d'une autre manière. Hein. Je prends un exemple simple, hein, par exemple, on en reparlera dans le domaine de la recherche, hein, mais beaucoup de professions médicales seront impactées par cette révolution numérique. Hein. Par exemple, le métier de radiologue en médecine disparaîtra très vite. Hein. Donc, personnellement, eh bien, le métier d'informaticien, je le vois, contrairement à ce qu'on colporte comme idée du geek isolé dans son antre avec ses câbles. Hein. Au contraire, hein, c'est un métier de communication, c'est un métier dans lequel il faut beaucoup, beaucoup échanger pour arriver à répondre à un besoin. Il faut transmettre, il faut partager. J'ai eu la chance de beaucoup bouger à une époque où on pouvait encore bouger. Hein. Donc, mon séjour en Inde qui a été très, très marquant parce qu'en Inde, on n'a aucun problème d'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup de filles dans les amphis, en Malaisie également, et beaucoup d'interfaces pluridisciplinaires avec la biologie, l'anthropologie, la sociologie, la médecine, comme je vous le disais. Peut-être que la particularité de l'informatique en tant que technique et technologie, c'est qu'il faut beaucoup apprendre. Il faut apprendre à apprendre parce que, en fait, là, on est au troisième paradigme de programmation. Donc, vous imaginez que l'informatique que j'ai apprise il y a quelques années n'est plus la même. Et donc, c'est un réel investissement intellectuel et qui est passionnant et qui fait qu'en fait, on est très souvent à égalité avec les élèves, hein, et que très souvent, d'ailleurs, on a des élèves, des étudiants qui en savent plus que nous au niveau technique et technologie. Donc, pour finir sur le chapitre de la recherche, j'ai divisé ce transparent en 4 parties. La partie du haut, comme votre œil va la reconnaître, elle concerne les réseaux et les réseaux sociaux. Donc, j'ai mis 2 icônes de réseaux sociaux, des mains qui se tendent et qui collaborent, et à droite, un buisson qui représente n'importe quel réseau, que ce soit un réseau physique de type réseau je sais pas, téléphonique, ou un réseau social, ça peut être un réseau d'interaction de protéines, ça peut être tout un tas de représentations. Hein. Donc, une modélisation mathématique des réseaux. À gauche, les problématiques très actuelles de cybersécurité. Hein. Donc, juste un petit tableau pour rappeler qu'il est très important, quand on vous embête pour faire un mot de passe fort, faites-le, parce que vous voyez dans le rouge des mots de passe qui sont craqués très, très rapidement. Au milieu, dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, la reconnaissance des formes, des images, hein, comment différencier un chien d'un cookie, l'œil humain le fait assez facilement, l'ordinateur ne sait pas le faire, hein, donc il lui faut un apprentissage plus ou moins supervisé. On va lui apprendre à reconnaître un chien, un cookie. Le problème, c'est que si après je mets une image de Sharpei et de croissant tout plissé, il va falloir encore apprendre autre chose. L'icône de Siri, puisque la reconnaissance vocale et la traduction automatique sont des gros consommateurs d'intelligence artificielle. Et puis, un focus en bas à droite, hein, sur des choses d'avenir. Le Green IT, hein, il faut faire attention parce que le numérique est très, très gourmand. Les data centers gérés par les GAFA, donc Google, Facebook, hein, qui ont des grosses activités de recherche. On n'est pas obligé d'aller dans le milieu académique pour faire de la recherche en informatique. Sont des gros consommateurs de ressources, de même que tout ce qui est Bitcoin, etc. Donc, l'informatique est au cœur des débats sociétaux, éthiques, des problèmes, vous le voyez, de discrimination. L'IA est un gros problème pour la discrimination, de privacité, de RGPD. Hein. Vous avez peut-être été interpellé dernièrement sur les histoires de messagerie WhatsApp, Signal, etc.
Et donc, juste pour conclure, dire que l'informatique, elle est vraiment au cœur de la société et qu'on peut être dans le domaine du numérique euh, avec des maths et avec de la techno et de la science, et donc de manière très, très pointue, ou au contraire, en s'ouvrant et en comprenant les vrais problèmes sans se faire intoxiquer, sans se laisser leurrer, en ayant une vraie connaissance des limites et des problèmes d'éthique et qui se greffent là-dessus, des problèmes sociétaux qui se greffent là-dessus. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que vous avez des questions brûlantes dans le chat ou est-ce que vous... J'ai juste rajouté un commentaire, Julie. Ce que tu disais, Florence, effectivement, l'agrégation d'informatique, j'ai reçu le mail donc, le 10 mars, et l'agrégation d'informatique a été créée, a été autorisée donc, par l'Assemblée nationale depuis le 9 mars, et la première promotion, donc ça sera pour l'année 2021-2022. Et je ne l'ai pas dit puisqu'on avait dit que dans l'enregistrement, on ne datait pas les choses. Merci. Merci, merci, merci. Ok. C'est oui, j'ai compris, j'avais compris, j'aurais dû te le dire. Ok, oui, ben, merci beaucoup Florence, merci beaucoup. C'était très clair, on a des messages dans le chat, Flo, qui te remercie, qui te disent que c'était très clair. Du coup, on pourra poser les questions après à Florence si vous jamais vous les posez. Et on va continuer avec justement Hélène, qui vient d'allumer sa caméra, elle était peut-être déjà allumée. Qui est donc Hélène Galliègue, qui est enseignante-chercheuse à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, et qui travaille dans le laboratoire électromagnétisme et antennes. Hélène, c'est à toi. Merci. Merci Julie. Donc électromagnétisme, non, c'est pas un gros mot. On arrive à le dire aussi. Alors, je vais vous présenter rapidement mon parcours. Alors peut-être comme beaucoup d'étudiants, de collégiens, je me suis posé énormément de questions sur ce que je voulais faire. Au début, je voulais être jockey, je voulais être prof de piano, je voulais être vétérinaire. À un moment, je voulais être même conductrice de poids lourd. Et puis, j'ai fait des études scientifiques parce que j'aimais bien ça. Et parce que surtout, j'aimais beaucoup les profs qui faisaient ces cours-là, et en particulier au lycée. Et c'est au lycée que je me suis découvert une passion pour la physique que je n'avais pas quand j'étais au collège. Et donc, j'ai fait voilà, un bac S. Alors, à l'époque, c'était il y a une petite vingtaine d'années, donc c'était encore la spécialité physique et puis le bac scientifique. Et puis, après ça, j'ai choisi de m'orienter vers l'université parce que j'aimais toujours la physique et j'aimais comprendre un petit peu tout ce que je faisais, comprendre les phénomènes physiques, chimiques, etc. qui se passaient. Et donc, j'ai fait 4 années à l'université en physique et chimie. Ça s'appelait à l'époque sciences de la matière. Alors, comme j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'avais aussi envie de le transmettre. Et j'ai passé l'agrégation de physique et je suis devenue professeure de physique au lycée, au collège. Et j'ai également travaillé en tant que médiatrice scientifique à la Cité des Sciences à la Cité des Sciences à Paris. Et donc, c'était une expérience qui était extrêmement enrichissante et extrêmement complémentaire par rapport au métier d'enseignement, justement parce qu'on s'adresse à un public extrêmement large. Et le challenge, c'est de dédramatiser les sciences, donc l'électromagnétisme en fait partie, mais aussi les mathématiques, l'optique, et puis tous les phénomènes chimiques un petit peu bizarres. Alors, pourquoi ça m'a amené ensuite à faire de la recherche? Eh bien, tout simplement parce que ce métier d'enseignement, ce qui me plaisait énormément, c'était de transmettre tout ce que je savais, mais finalement, il me manquait cette petite, ce petit challenge intellectuel. Et donc, après plusieurs années d'enseignement, je me suis orientée vers un parcours de recherche. Mais au final, je ne savais pas que j'allais partir vers la recherche. Julie, est-ce que tu peux passer le slide suivant? Merci beaucoup. Et donc, j'ai eu envie de comprendre encore plus, d'aller encore plus loin dans ces notions de physique. Je me suis inscrite à l'Université de Toulouse pour faire un master en technique spatiale.
Et suite à ce master, c'est un de mes enseignants, un de mes professeurs, qui m'a dit: «Ah mais il faudrait que vous fassiez une thèse». Je: «Ouh là là, une thèse, vous êtes sûr?» J'ai repris des études après plusieurs années d'enseignement, c'est quand même un petit peu, ça fait beaucoup quoi. J'avais envie de revenir dans le vif du travail et au final, le sujet m'a énormément intéressée. Il parlait d'ionosphère et de GPS. Alors GPS, je pense que tout le monde, voit ce que c'est. L'ionosphère, bah, c'est, vous avez un petit dessin là sur à gauche, là, au milieu à gauche, qui montre une espèce d'image, en fait, une représentation de ce qu'il y a dans l'ionosphère, donc des espèces de nuages, d'ions et d'électrons. Et tout cet aspect un petit peu, pas mystérieux, mais en tout cas une certaine magie dans ce qui se passe dans l'espace, et ben, ça m'a attirée et ça m'a donné envie de travailler là-dessus. Et donc mon travail, donc c'est le petit dessin qui est juste à côté avec un satellite, avec des avions. Mon travail, c'était d'essayer de trouver un moyen de modéliser l'ionosphère pour voir quel impact ça avait sur les signaux GPS. Donc typiquement, un signal GPS, donc quand il va passer du satellite jusqu'au récepteur, donc sur le téléphone ou dans la voiture, eh ben, il va traverser cette couche d'ionosphère et à cause de toute cette soupe d'électrons et d'ions qui est à l'intérieur, eh ben, il va se retrouver perturbé, modifié, transformé. Et donc, au niveau du récepteur, eh ben, on va recevoir une information qui n'est pas correcte. Donc, pas correcte, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir se positionner correctement. Alors, autant en voiture, bah, ça peut être pas trop dérangeant d'avoir quelques mètres d'écart, autant pour un avion pour lequel eh bien, maintenant les problématiques d'atterrissage ou de décollage vont être de plus en plus contrôlées par les satellites GPS, en tout cas c'est la recherche qui se fait actuellement, eh bien, bah, ça peut poser quelques petits soucis si jamais on n'arrive pas à bien positionner l'avion lors de ces phases un peu critiques du vol. Donc voilà, c'était une thèse qui était très intéressante et qui m'a ouvert justement la voie à tout un domaine que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement et puis la recherche. Donc, grâce à cette thèse-là, eh ben, j'ai pu accéder au milieu académique et depuis quelques années maintenant, je suis enseignant-chercheur, enseignante-chercheuse en électromagnétisme et antenne à l'ENAC. Donc l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, comme le disait Julie. Et donc dans ce travail, donc mon travail, ça consiste à développer cette activité de recherche autour des GPS et de l'ionosphère, mais également de travailler sur toutes les problématiques d'antenne et le lien entre ces problèmes de propagation de signal au niveau des antennes de l'aviation civile. Donc vous avez des petites images à droite avec un radar, avec des antennes de communication. Et mon travail au quotidien, c'est d'utiliser ces modèles qui sont basés sur des mathématiques extrêmement compliquées. Donc, vous avez quelques équations ici de part et d'autre. Donc, l'idée de ces modèles, c'est d'avoir une interface graphique relativement simple, mais au final, des algorithmes qui sont basés sur des équations de la physique et des équations mathématiques relativement complexes. Donc ce travail me passionne évidemment et ça me donne une opportunité aussi de travailler avec d'autres gens et dont vous allez avoir les présentations par la suite. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ce travail, c'est une passion et que finalement, les parcours qu'on peut avoir, ils ne sont pas forcément tout droits. C'est-à-dire qu'on peut changer d'avis, on peut changer de direction, mais dans tous les cas, il faut savoir que quand on est passionné, quand on a envie de quelque chose, eh ben on peut y arriver. Merci à vous pour votre attention. Et puis, Merci, si vous avez Merci des... beaucoup, Hélène. C'était très clair. On prendra les questions à la fin. Ouais. Oh, il y a un petit message. Merci, très inspirant. Oui, merci, Hélène. C'était super. Du coup, on va passer à Aurélie Marchaudon, qui est chercheuse au CNRS à l'Université Paul Sabatier, Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Merci. Aurélie, c'est à toi. Merci Julie. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc Aurélie Marchaudon. Je suis assez cliché dans le sens où depuis que je suis toute petite, moi, je voulais faire de l'astronomie. Un peu en regardant les étoiles dans mon jardin, voilà, je voulais être astrophysicienne. Et je me rappelle très bien avoir écrit une rédaction de CE1 où je mettais que je voulais être astrophysicienne. Donc évidemment, c'était assez naturel pour moi de faire des études scientifiques, de faire un bac S exactement comme Hélène.
Et puis, j'ai eu aussi des professeurs de physique. J'ai eu la chance d'avoir 2 femmes en première et en terminale, des professeurs de physique très inspirantes qui m'ont poussée à poursuivre mes études. Donc, j'ai été faire une licence de physique fondamentale à Poitiers parce que c'était là où j'habitais. Et c'est en 3e année de licence, hein, que j'ai découvert en fait les plasmas. Les plasmas étant le 4e état de la matière, ces gaz très énergétiques composés d'électrons et de protons, qu'on trouve dans 99% de l'univers et en particulier dans la haute atmosphère de la Terre, hein, donc l'ionosphère dont parlait Hélène juste avant, et en particulier les aurores. Et à ce moment-là, j'ai découvert que finalement, les étoiles, c'était un petit peu loin et que l'avantage de comprendre un peu ce qui se passait plutôt au niveau des aurores, c'était aussi intéressant et que finalement, je préférais m'intéresser plus à notre environnement terrestre. Alors, après ma licence, j'ai fait une première année de master. À l'époque, ça s'appelait encore la maîtrise, hein, qui était en physique fondamentale aussi. Et puis, le problème de Poitiers, c'est que ils sont spécialistes dans la physique des matériaux. En tout cas, à l'époque, ils étaient spécialistes de la physique des matériaux qui ne m'intéressait pas trop. Donc, j'ai décidé de postuler en DEA. À l'époque, maintenant, c'est un Master 2, hein, de physique des plasmas à Paris. Alors là-bas, c'était vraiment pour apprendre les plasmas en général. Donc, on avait des cours de plasma industriel. Donc là, je vous montre un néon, hein, dans lequel on forme un plasma grâce à une décharge électrostatique. Mais également les plasmas naturels, donc tous les plasmas qu'on trouve dans les étoiles, dans les nuages de gaz interplanétaires, et puis également au niveau du Soleil et au niveau de l'environnement planétaire. Et ça m'a confirmée dans l'idée que c'était ça que je voulais faire. Donc j'ai fait une thèse de doctorat sur les relations Soleil-Terre, comprendre comment le Soleil va finalement interagir avec notre environnement de notre planète. Et j'ai envie de dire là que pendant toute cette période-là de presque 8 ans, j'ai pas eu beaucoup d'inspiration féminine, malheureusement, parce que finalement, autant j'avais eu des profs de physique en lycée qui étaient femmes et qui étaient très dynamiques, autant j'ai dû avoir peut-être 2 femmes dans tous les professeurs de physique et de mathématiques que j'ai eu dans toutes mes études, ce qui fait très peu. Après cette thèse, je suis partie faire un post-doctorat de 2 ans au Royaume-Uni, près de Londres, dans la campagne anglaise. Il pleuvait tous les jours. Là-bas, j'y ai découvert des nouveautés techniques. J'ai appris à me servir d'instruments qui sont à bord de satellites qui tournent autour de la Terre. Donc, j'ai mis quelques cordes supplémentaires à mon arc. Et puis, après 2 ans, je suis rentrée en France, à Orléans, où, après 1 an encore de contrat, j'ai obtenu un poste de chercheuse au CNRS. Hein. J'ai postulé après ma thèse 3 fois, et puis j'ai eu la chance d'obtenir un poste assez rapidement. Là-bas, j'ai repris la responsabilité de radars au sol, dont je vous montre la petite photo en haut à gauche, hein, qui sont des grandes antennes de télé toutes moches, mais qui permettent en gros de mesurer la vitesse des aurores. Donc, ça permet d'avoir des informations pratiques sur le milieu. Et donc, j'ai pris la responsabilité de 2 radars, un en Islande et un aux îles Kerguelen, donc tout près de l'Antarctique, hein, puisque les aurores sont dans les zones polaires, donc il faut mettre des radars très haut en latitude. Et puis après 6 ans à Orléans, j'ai muté à Toulouse parce que mon mari a obtenu un poste d'enseignant-chercheur à l'université de Toulouse. Et l'avantage du CNRS, c'est qu'on est plus ou moins propriétaire de notre poste, donc on peut changer de laboratoire assez facilement. Et donc, j'ai rejoint l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie, où je travaille maintenant depuis 9 ans. J'y ai ajouté encore une corde, puisque maintenant je fais de la modélisation numérique, en plus d'utiliser des données satellites et des données radar. Et j'ai aussi élargi mes champs de recherche à d'autres planètes, comme Mars. C'est pour ça que je vous montre Mars ici. Et depuis quelques années maintenant, je suis responsable de l'équipe planétologie de ce laboratoire, qui représente à peu près 80 personnes. On est à peu près 15 chercheurs en physique des plasmas et je suis la seule femme. Voilà, tu peux passer au suivant. Voilà, donc ma recherche, moi je suis très liée à ce que fait Hélène, hein, mais je regarde plutôt vraiment le milieu lui-même, hein, donc la haute atmosphère des planètes. Donc je suis vraiment spécialiste de ces hautes atmosphères, là où l'effet du Soleil va être prédominant. Et donc, ce que je fais, moi, effectivement, c'est de modéliser ce milieu en y mettant toutes les équations qu'il faut, les équations thermodynamiques, les équations d'électromagnétisme, de la chimie aussi, beaucoup de modèles chimiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de réactions chimiques qui se produisent dans la haute atmosphère. Et puis, toutes ces équations, on les met évidemment dans un ordinateur puissant. Hein. Nous, on travaille sur des centres de calcul
moyenne et grande échelle, parce que c'est des modèles complexes qui mettent beaucoup de temps à tourner. Et puis, une fois que notre modèle il a essayé de reproduire l'environnement, et bien évidemment, on s'assure que ce que dit notre modèle est vrai. Et donc pour ça, eh ben, on va comparer aux observations qu'on a, donc les satellites dont je parlais tout à l'heure, les radars également. On compare des grandeurs comparables. Le modèle nous donne par exemple la vitesse des aurores, et bien on vérifie que c'est comparable à ce que nous donne le radar qui le mesure directement. Et l'avantage du modèle, c'est qu'il donne aussi accès à des grandeurs non observables qu'on ne peut pas mesurer parce qu'elles sont trop compliquées ou simplement parce qu'on n'a pas les bons outils pour les mesurer. Et donc comme ça, on peut valider notre modèle. Alors cette boucle, évidemment, on peut la faire plusieurs fois jusqu'à ce que le modèle reproduise des observations, soit en changeant les conditions de départ du modèle, soit en changeant un peu les équations, jusqu'à ce qu'on arrive à comparer correctement le modèle aux observations. Ça, c'est très utile évidemment pour comprendre le milieu et puis, plus ou moins à long terme, le prévoir dans le cadre de la météorologie de l'espace, qui est une nouvelle science qui est en train plus ou moins de se mettre en place et qui consiste à être capable de prévoir quand est-ce que le Soleil va avoir, par exemple, des grosses éruptions et comment ça peut modifier durablement et fortement le milieu atmosphérique de la Terre, qui va en particulier perturber les signaux GPS dont parlait Hélène tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça qu'on est en relation aussi avec Hélène, puisqu'on travaille sur deux parties, finalement, du même problème. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie. On prendra les questions tout à l'heure. C'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. On voit bien que c'est complémentaire et c'est très intéressant. On va passer à notre dernière conférencière de la matinée, Violaine Rossier-Michon, qui est mathématicienne, enseignante-chercheuse à l'Institut de mathématiques de Toulouse et à l'INSA. Violaine, c'est à toi. Merci Julie. Alors, donc moi, je suis la mathématicienne du groupe. Donc, je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc, j'ai fait un bac scientifique aussi, donc qui à l'époque s'appelait un bac C. C'était il y a très longtemps. Ensuite, j'ai enchaîné avec des classes préparatoires. Donc, j'ai beaucoup hésité sur la voie à suivre, mais finalement, je suis partie dans les classes préparatoires scientifiques, donc à Rouen, là où j'ai grandi, en Normandie. Et j'ai eu la chance, à l'issue de ces classes préparatoires, d'intégrer sur concours l'École normale supérieure de Cachan, où j'ai suivi un parcours universitaire, licence maîtrise DEA, donc qui, comme le disait Aurélie, maintenant s'appelle licence et master. Et j'ai aussi passé l'agrégation de mathématiques parce que mon rêve depuis longtemps, c'était de devenir enseignante. J'ai découvert vraiment les maths en classe préparatoire, ça m'a beaucoup plu. Et donc, du coup, je m'étais dit, je vais devenir prof de maths. À l'école normale, on nous a beaucoup vendu la recherche, donc je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai rencontré Thierry Gallet, donc vous voyez la photo à gauche, là, qui m'a beaucoup plu comme enseignant, qui a été très inspirant et avec qui je me suis dit, oui, avec lui, je pense que faire une thèse, ça pourrait être intéressant. Et donc, du coup, je suis allée à l'université d'Orsay, en région parisienne, au sud de Paris, pour faire ce doctorat de maths. Comme il a eu la bonne idée de partir, lui, sur Grenoble, alors que ça faisait qu'1 an que j'étais en thèse, il m'a laissé au bon soin d'Isabelle Gallagher, la photo à côté, qui m'a du coup un peu co-encadrée de façon officieuse sur Paris. Et ça a été vraiment une personne très inspirante. Donc c'est une grande mathématicienne française qui est à peine plus âgée que moi, mais qui m'a beaucoup, beaucoup aidée pendant ma thèse et beaucoup inspirée. Et donc, du coup, j'ai un peu changé à la fin de ma thèse d'idée et je me suis dit finalement, peut-être pas que enseignante, pourquoi pas enseignante et chercheuse. J'étais pas complètement sûre, j'ai postulé partout, aussi bien pour être professeure juste enseignante et pour être enseignante-chercheuse. Je me suis dit, j'irai là où on me propose un poste et il s'avère que j'ai eu la chance très rapidement, du coup, ce qui maintenant n'est absolument plus possible, mais à l'époque, dès la fin de ma thèse, j'ai obtenu un poste d'enseignante-chercheuse à l'INSA de Toulouse, où je suis arrivée donc en 2004, comme maîtresse de conférence, où je suis encore maintenant. Donc, ça fait maintenant 16-17 ans que je fais ce métier et j'aurais voulu un peu vous parler de ce métier. Donc, je vous ai mis cette espèce de figure mathématique jaune là. Donc, bon, j'ai pris ce qu'il y avait de disponible dans le PowerPoint. Donc là, vous avez 5 côtés, 5 sommets à ce polygone. Mais l'idée, c'est que
de comprendre qu'enseignant-chercheur, en fait, c'est un métier où il y a vraiment pas juste enseignant et chercheur, mais vraiment plein d'autres facettes. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, donc ça fait 17 ans que je l'enseigne, et en 17 ans, je pense qu'il n'y a pas eu 2 années qui se sont ressemblées parce que je me suis concentrée sur certains sommets plus à certaines périodes et moins à d'autres. Donc la première que vous connaissez tous et toutes, c'est enseignant. Donc je suis enseignante à l'INSA. L'INSA, c'est une école d'ingénieurs qui forme des élèves de bac+0 à bac+5. Donc mes élèves ont entre 17 et 23 ans essentiellement. Voilà, c'est des élèves motivés, c'est vraiment très, très agréable d'enseigner. Et en plus, on a des super conditions de travail, donc vraiment, je mesure ma chance tous les jours. Donc chercheuse, ça c'est l'autre extrémité qui apparaît dans le nom. Donc là, vous voyez les photos de toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer encore. Donc la personne avec qui j'ai le plus travaillé, c'est Jean-Michel Roquejoffre, le monsieur en haut, ouais, c'est ça, professeur à l'Université de Toulouse. Et puis d'autres co-auteurs à côté. Et maintenant, je travaille avec la super Dream Team à droite, dont Julie vous reparlera. Donc, vous voyez Julie en bas à droite, mais il y a aussi Marie, Gaëlle et David. Donc, on en reparlera un peu après. Et donc, il y a d'autres facettes un peu moins connues. Donc, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est la promotion des mathématiques à gauche. Donc, c'est intervenir auprès du grand public ou bien de collégiens, de lycéens pour leur expliquer qu'est-ce que ça peut être qu'un métier des maths, qu'est-ce que ça peut être que scientifique. Et notamment, c'est dans ce cadre-là que j'ai co-créé et co-organisé pendant 6 éditions les journées Filles et mathématiques, une équation lumineuse à Toulouse pour donner envie aux jeunes filles de terminale scientifique surtout, mais bon, on a aussi accueilli pendant un temps des collégiennes et des lycéennes, de poursuivre dans cette voie des sciences, parce que c'est des voies d'avenir où on a besoin de femmes pour innover, pour avoir d'autres points de vue que le geek boutonneux dont parlait Florence tout à l'heure. Voilà, et j'ai la chance à l'INSA pour le coup d'avoir beaucoup d'étudiantes et c'est très, très mixte à la fois socialement et au niveau du genre et c'est très agréable. Alors après, il y a 2 autres métiers qui sont peut-être moins connus, enfin 2 autres facettes. Donc il y a la direction des études, donc ça c'est en fait accompagner les étudiants dans leurs études. Et donc, les 3 dernières années, j'ai été directrice des études de la filière Math Info, bac+2, bac+3 à l'INSA de Toulouse. Donc, ça consiste à s'occuper de 250 étudiants, à les orienter vers, dès qu'ils ont un problème, en fait, j'étais la personne relais qu'ils pouvaient consulter. Et c'était un contact avec les étudiants que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup enrichi. Et enfin, il y a aussi tout ce qui est administratif. Donc là, bon, ça peut être très varié, mais en ce moment, je suis élue au conseil d'administration de la SMAI. La SMAI, c'est une société savante de mathématiques appliquées et industrielles qui fait beaucoup d'actions auprès du grand public et des pouvoirs publics pour aider la communauté mathématique. Voilà. Donc après, dans ma recherche, donc je suis mathématicienne, je fais de la recherche mathématique théorique. Donc je travaille beaucoup sur cette équation que vous avez en haut, là, DTU égale Laplacien U plus F de U. Donc ça ne vous parle pas du tout. Dites-vous qu'il y a des triangles, il y a des croix, des parenthèses et des jolies choses. Si vous regardez, en fait, ça ressemble un peu aux équations que Aurélie avait écrites tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles, qui permettent de traduire les variations d'une certaine donnée. Donc là, la donnée en question, c'est U. Donc voilà, moi j'ai étudié cette équation-là, j'ai essayé de savoir comment évoluait U quand le temps devenait très grand. Donc ce que je fais, c'est à gauche. Donc en bas, vous avez mon tableau, par exemple, une photo de mon tableau un jour où je travaillais avec Jean-Michel Roquejoffre. Donc vous voyez nos 2 écritures qui s'entremêlent, où on essaye de faire des estimations, des égalités, des inégalités sur ces fonctions. Pour réussir à en donner quelque chose. Et puis après, on publie des articles. Donc en haut, vous avez un théorème, voilà, qu'on a écrit avec en dessous la preuve, proof. Donc évidemment, ça c'est un théorème intermédiaire qui tient en 4 lignes, qui a le bon goût d'être simple. À démontrer, ça l'est beaucoup moins, mais voilà. Et donc vous remarquerez que les articles qu'on écrit, c'est en anglais. Voilà, donc c'est des choses très théoriques qui, a priori, on pourrait dire ça ne sert à rien. Pourquoi vous vous y intéressez? Parce que nous, on trouve que c'est des belles mathématiques. Et ce que je vous ai mis au milieu, c'est qu'en fait, de façon assez inattendue, tous ces problèmes donc ce qui s'appelle de réaction-diffusion en mathématiques ont trouvé des applications dans la propagation du moustique tigre, puisque nos modèles ont été réutilisés après par des chercheurs de l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, et qui ont démontré, en fait, à travers ces choses-là, que
la propagation du moustique tigre s'expliquait surtout par la propagation le long des routes. Donc, vous voyez, sur les 3 cartes de gauche, vous avez l'évolution du moustique tigre en France si on tient compte des routes. Et à droite, vous avez l'évolution du moustique tigre en France si on ne tient pas compte des routes. Et que juste le moustique se propage de proche en proche. Et vous voyez bien qu'à Toulouse, en 2015, on était déjà infesté par le moustique tigre. Donc, ça prouve bien que juste de dire que le moustique se propage tout seul, ça ne suffit pas. Voilà, donc ça, c'est un exemple où, a priori, on a fait des maths au départ parce qu'on trouvait que c'était des belles mathématiques. Et après, on a pu trouver une application. Là, c'est un exemple sur la propagation du moustique qui peut avoir évidemment de l'intérêt d'un point de vue sanitaire, mais ça pourrait être actuellement, par exemple, avec la propagation de la pandémie de Covid-19, c'est des choses qui sont très utilisées en ce moment de passer de maths a priori qui ne servent à rien à quelque chose d'autre. À droite, vous avez les cas extrêmes inverses, c'est-à-dire que là, c'est Julie, donc, qui travaille sur les petits poissons, elle vous le racontera tout à l'heure, qui, elle, est venue me voir en disant on a envie de mieux parler de la création de l'organe olfactif, donc du nez des poissons. Et donc, on aimerait bien écrire un modèle mathématique dessus. Et donc, on essaye de faire des mathématiques un peu plus théoriques avec David notamment pour essayer de comprendre mieux ce problème. Et c'est un aller-retour sans cesse entre les biologistes et les mathématiciens. Donc, du coup, c'est voilà, c'est 2 aspects de ma recherche. Soit on fait des maths parce qu'on trouve ça joli, et puis parfois, parfois, ça peut avoir des applications. Et d'un autre côté, ça peut être les gens qui font des choses plus appliquées, qui ont besoin des mathématiques et qui viennent nous chercher. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis ouverte aux questions s'il y en a. Merci beaucoup, Violaine. C'était très clair. Merci beaucoup. Donc là, si vous avez des questions, j'invite Hélène, Aurélie, Violaine, donc Florence est partie. Mais j'invite vraiment à ce que vous allumiez vos caméras pour que, oui, de très belles mathématiques. Oui, merci beaucoup. C'était tous les 4 topos étaient vraiment fantastiques. On a des commentaires très positifs dans le chat. Voilà, merci beaucoup à toutes les 4, même si Flo n'est plus là. On la remercie chaleureusement. Et du coup, là, on va prendre, il nous reste à peu près 12 minutes. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup. Vous avez respecté votre temps de parole. C'est très bien. Donc, du coup, c'est vraiment, enfin, c'est bien. Hein. On est très content de ça. Donc, si vous avez des questions à poser à nos conférencières qui sont là, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez soit allumer votre micro, soit les poser dans le chat. On est peu nombreux, donc je pense que vous pouvez allumer votre micro et les poser en direct si vous avez un micro. Sinon, vous pouvez les poser dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. En attendant que les premières questions, parce que je ne vous vois pas tous, donc si soit vous allumez votre caméra, comme ça je vois dans Zoom que vous voulez parler, soit vous posez la question dans le chat. Vraiment inspirant, ouais, c'est vrai. N'hésitez pas à poser vos questions, mais sinon on peut peut-être démarrer sur finalement les figures féminines qui vous ont inspiré dans votre parcours. Aurélie disait qu'elles étaient qu'il n'y en avait qu'une, enfin même pas du tout. À part mes profs de physique de lycée, je suis dans un domaine où, c'est ce que je disais, on est 15 chercheurs dans mon équipe plasma et je suis la seule femme. C'est à peu près proportionnellement ce qu'on retrouve dans la communauté internationale. Donc évidemment, on a très peu de femmes qui ont un parcours un peu similaire au mien. Et donc, en tout cas, à l'époque où moi j'ai fait ma thèse et où j'ai démarré dans la physique des plasmas spatiaux, dans mon DEA de physique des plasmas, j'avais 2 profs, dont une qui faisait que les TD. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de figures féminines dans nos études à l'époque, au-delà du lycée. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Après, je ne dis pas que je n'ai pas été inspirée par des hommes, ce n'est pas le problème. Mais Oui, non. pour revenir sur le professeur qui m'a fait découvrir la physique des plasmas en licence, je lui suis redevable à vie, quoi. J'ai pu faire ce que j'ai fait, donc évidemment. Et Hélène, tu t'es pas posé de questions, il y avait autant de filles que de garçons, ou c'était pas un problème? Alors, c'est vrai, oui, au lycée, pareil qu'Aurélie, hein, moi, c'était une professeure au lycée qui m'a fait découvrir la physique, qui m'a montré que c'était quand même sympa. Mais après, par la suite, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, pour lequel, en fait, j'ai été vraiment
montré du doigt. Alors, je m'en suis rendu compte très rapidement. Et ce qui m'a marqué quand même dans cette histoire de filles-garçons, c'est quand, au moment des résultats de l'agrégation de physique, le président du jury s'est félicité de voir qu'il y avait parmi les reçus un tiers de filles. Et c'est ce chiffre-là qui m'a marqué ensuite. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'au final, dans toutes ces études de physique, on a toujours été vraiment moins représentés. Les filles étaient relativement moins représentées que les garçons. Et là, c'était la première fois que j'avais un chiffre en fait qui sortait vraiment officiellement. Et ça m'a marqué. Et c'est vrai que par la suite, moi, je m'en suis toujours bien accommodée d'avoir plus de garçons autour de moi que de filles. C'était un environnement sympa aussi. Non, mais disons que c'est venu par la suite que je me suis rendu compte dans le milieu professionnel. En étant fonctionnaire, cet aspect fille-garçon, finalement, quand on est recruté, il ne rentre pas en ligne de compte. Mais en passant ensuite des entretiens dans l'industrie, je me suis rendu compte que ce côté fille-garçon, c'était un paramètre qui était relativement... enfin, c'était très questionnant voilà, de voir que d'un seul coup, on devenait plus une scientifique ou un professeur, on devenait une femme scientifique, une femme ingénieure, une femme voilà, enseignant-chercheur. Et ça choque un peu. Merci Hélène. Violaine, tu vas ajouter quelque chose? Oui, alors moi, j'ai grandi dans une famille assez atypique. Enfin, je ne le savais pas, mais en fait, ma mère était prof de physique et mon père était dans l'administratif. Donc, pour moi, c'était normal qu'une femme fasse des sciences. Enfin, je ne voyais pas où était le problème. Et en fait, je m'en suis longtemps pas rendu compte. C'est-à-dire qu'à part l'année de SP, donc deuxième année de CPGE, où là, j'avais un prof complètement fou et harceleur. Donc, j'ai quand même pas mal souffert d'être que 6 filles parmi 42. Mais sinon, le reste de mes études, j'ai eu beaucoup de chance. À l'école normale, on était un tiers de filles dans ma promotion. Je m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais c'était complètement exceptionnel. Voilà, moi, pareil, je vivais très bien dans des ambiances de garçons. J'avais été élevée entre 2 frères, ça m'allait très bien. Je me rendais même pas compte qu'il y avait un souci et je m'en suis vraiment pas rendu compte pendant très longtemps. C'est pareil à l'INSA, dans mon département, il y a pas mal de femmes, en fait, dans le département de maths, donc voilà, je voyais pas et en fait, c'est en 2010 à peu près où on m'a demandé de témoigner à la première journée, parité en mathématiques, organisée par les sociétés savantes de maths justement et on m'a demandé de relire mon parcours, à l'image de ce que c'était de la parité et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, mmh, non, j'avais toujours été, finalement, j'avais eu de la chance d'être entourée de femmes à certains moments, mais que c'était pas du tout naturel et si vous regardez actuellement les promotions à l'école normale, il y a quasiment plus de filles en maths en ce moment, c'est catastrophique. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte ce jour-là que, non, en fait, les choses n'étaient pas simples et que moi j'avais fait mon petit bonhomme de chemin sans même m'en rendre compte, mais que déjà rien que le fait qu'à la maison, d'avoir une mère prof de physique, ça m'avait sans doute, facilité les choses pour la suite, quoi. Donc après j'ai eu la chance, bon je l'ai dit pendant ma thèse, d'être entourée de quelques femmes, brillantes comme Isabelle Gallagher ou Laure Saint-Rémond qui sont vraiment, des grandes mathématiciennes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi je les voyais comme des copines, on se parlait de façon très simple et voilà. Donc et j'ai toujours eu dans ma carrière en tout cas une solidarité entre les femmes, exceptionnelle et du coup c'est vrai que même si on n'était pas nombreuses, peut-être que ça a permis de compenser. Merci Violaine. On a une question à Hélène. Ça doit être difficile de reprendre un master après avoir été professeur de lycée. Côté financement, motivation, comment ça s'est passé? Oui. Alors, merci pour cette question. Effectivement, ça pose énormément de questions. Alors, pendant cette année, eh bien, je n'étais pas financée. Voilà, j'ai pris une disponibilité de l'Éducation nationale pour pouvoir reprendre des études. Donc, c'est autorisé par l'Éducation nationale, puisqu'on n'est plus payé aussi, c'est moins dérangeant. Donc, au niveau financier, effectivement, ça a été une période un peu compliquée, mais j'étais en couple, je suis toujours, et c'est avec mon conjoint qu'on a décidé d'un commun accord que je pouvais reprendre ces études-là. Mais c'est vrai que pendant un an, je n'ai pas été payée. Ensuite, pendant la thèse, j'ai eu un salaire qui était moindre que celui de mon salaire de professeur. Mais voilà, ce sont des périodes de vie qui, je pense, sont importantes. Après, ce sont des choix aussi à faire et puis à motiver
une motivation à trouver au-delà de ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci Hélène, je pense que c'était assez clair. Est-ce qu'on peut peut-être parler de... Oui, bravo pour cela. Merci, très motivant. Voilà, donc du coup, je pense que tu as répondu et c'est très motivant. Et voilà, c'est bien. Je pense qu'il y avait aussi, peut-être moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'application de vos équations au point de vue à quoi ça sert, la question à quoi ça sert. Donc c'est vrai que quand on est mathématicienne ou astrophysicienne ou plutôt quand on travaille sur vraiment un radar, on peut comprendre l'implication parce qu'on se dit bon, mais quand on travaille, au final, on peut comprendre, mais de l'autre côté, non. Finalement, à quoi ça sert de travailler sur la ionosphère et à quoi ça sert de faire des équations mathématiques? Donc, est-ce que vous vouliez répondre à ça? C'est une question difficile, hein, je suis désolée. Alors moi, j'ai une réponse vraiment militante là-dessus, c'est-à-dire que je maintiens, je revendique le fait que ça ne serve à rien. Je revendique le fait que ça ne serve à rien immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, on progresse dans la connaissance sans savoir où ça va nous mener. Donc il faut savoir, je prends toujours cet exemple qui est typique, mais pendant très longtemps, les mathématiciens et les mathématiciennes se sont intéressés à la décomposition des chiffres en nombres premiers. Donc, par exemple, d'écrire que 15, c'est 3 fois 5, et puis d'aller avec des chiffres de plus en plus grands. Et pendant très longtemps, on trouvait que c'était joli de s'intéresser aux chiffres, mais on ne savait pas du tout à quoi ça servirait, jusqu'à ce qu'on découvre la cryptographie et que finalement, tout ce qui est cryptage de messages, donc Florence nous a parlé de la sécurité informatique, tout ce qu'on a pu inventer pour les cartes bleues, des choses comme ça. En fait, au départ, c'était basé là-dessus. Donc évidemment, depuis, ça a beaucoup augmenté, mais vraiment, les premières cryptographies qui ont été inventées, même pendant la guerre, avec la machine Enigma ou des choses comme ça, c'était ça, c'était de l'arithmétique. Et vraiment, au départ, quand on a fait de l'arithmétique, ça ne servait à rien. Donc on ne sait jamais, en fait, où tout ça, ça va nous mener. Et c'est l'intérêt de la recherche, c'est de faire progresser la connaissance, et un jour, peut-être, ça servira. Et donc, c'est aussi un message au pouvoir public, c'est le financement de la recherche par projet, ce n'est pas toujours pertinent sur le long terme. Voilà. Moi, je peux compléter plus sur les aspects physiques. Je suis plutôt physicienne, voilà. La physique, on peut beaucoup la faire avec les mains, avec l'intuition, mais des fois, ça suffit plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait des mesures avec nos instruments, bon, évidemment, il y a un peu de mathématiques parce qu'il faut convertir le signal qu'on reçoit en grandeur physique déjà, donc la maths, elle est déjà là, même si elle est quand même relativement automatisée maintenant qu'on la connaît bien. Le problème qu'on a aussi, c'est que dans les milieux qu'on étudie, les instruments qu'on a, ils ne mesurent pas tout. Ils mesurent certaines grandeurs, mais pas forcément les plus pertinentes, celles qui nous donnent finalement des informations qui sont critiques pour comprendre le système, l'environnement. Et donc, souvent, on a besoin d'avoir les équations mathématiques qui donnent accès à ces grandeurs non observables avec les mesures. Et si on n'a pas les maths, on n'a pas ces grandeurs-là qui sont utiles, par exemple, pour Hélène, pour faire sa vérification des signaux GNSS. Et oui, tout à fait. Je complète ce que dit Aurélie. Donc, et je corrobore aussi ce que tu disais, Violaine. Effectivement, les mathématiques, pour nous, ça va être un outil, mais un outil vraiment qui va nous aider à résoudre des problèmes que nous, on n'aimerait pas se poser parce qu'on aime bien le côté un peu plus applicatif. Voilà. Mais c'est vrai que les mathématiques, ça nous apporte aussi une rigueur qui est vraiment nécessaire pour résoudre les problèmes. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir été présents. Donc, nos conférencières pour avoir vraiment aiguisé notre curiosité et puis donné vraiment des faits concrets. Donc, c'était vraiment très intéressant. Je vous ai mis le lien pour le lien Zoom de la deuxième présentation qui va pas tarder à démarrer dans 1 minute. Donc, on est vraiment à l'heure. Donc, merci beaucoup. Et je tenais vraiment à vous remercier. C'était vraiment très intéressant, très inspirant. Donc, merci à vous d'avoir présenté et à vous d'avoir écouté.